C'est une licence qui m'a été proposée par le Lombard et Christophe Beck, en fait, qui s'étaient mis d'accord ensemble pour relancer le personnage de Bob Moran. Christophe, c'est un vieux fan, alors visiblement pas spécialement des romans, mais de la version de Vance de Bob Moran. Et il avait envie de se donner comme défi de redonner ses lettres de noblesse au personnage de Bob Moran. Et à une époque où il était essentiellement scénariste de son côté, donc il voulait assurer le dessin de la série, mais il cherchait un scénariste pour l'accompagner dans cette aventure. Donc il m'a fait la proposition un jour sur Facebook, on a discuté, j'étais un petit peu surpris de sa demande parce que le personnage de Bob Moran fait pas spécialement partie de mon panthéon personnel de héros. Et deuxièmement, parce que c'était un peu inattendu qu'on me propose une grande licence mainstream alors que j'avais fait jusque-là des albums que j'espère certes distractifs, mais qui n'étaient pas terriblement commerciaux, qui étaient plutôt des choses très personnelles. Donc ça m'a un peu surpris, je lui ai demandé 24 heures pour y réfléchir, et en fait assez vite j'ai compris que je fais de la BD pour deux raisons essentiellement. Une première, c'est effectivement proposer des histoires avec du fond, mais qui restent distractives. Et deuxièmement, j'utilise la bande dessinée pour comprendre le monde autour de moi. Parce que j'en ai pas une grande connaissance, je suis pas un immense voyageur. Je ne suis pas sociologue, je suis pas quelqu'un qui a étudié le monde et la vie. Et puis je viens d'une famille où on était plutôt cloîtrés à la maison, donc je suis passé un peu à côté de ma jeunesse, à côté de ma génération, donc j'avais plein de choses à rattraper. Et alors là où des gens ont compris des choses et viennent les raconter dans des livres, moi j'écris des livres pour comprendre des choses. Et je me suis dit que Bob Moran, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui traverse le monde. Et justement, c'était l'occasion de poser sur ce monde un regard intéressant, et en plus de le faire de façon toujours distrayante, active, avec un personnage qui fait le coup de poing de temps en temps, avec beaucoup de suspense, d'émotion. Et donc de faire, à travers ce personnage, finalement, tout ce que j'aime faire en bande dessinée. Alors qu'au début, il me semblait très étranger à mes envies et mon intérêt. Donc j'ai dit oui. Mais par contre, ça impliquait de ramener le personnage dans une contemporanéité. Hein, on va dire ça comme ça. Et par contre, c'est pas du tout ce que voulait faire Christophe Beck. Donc il m'a dit que lui, graphiquement, ce qui l'intéressait, c'était un Bob Moran vintage. Et moi, pas du tout. Donc nos chemins se sont séparés et 3 mois après, Gauthier Van Merbeek, le directeur éditorial du Lombard, qui avait entendu parler de ma proposition et qui y adhérait complètement, m'a demandé si j'étais toujours prêt à travailler sur ce Bob Moran, on va dire 2020. Oui, c'est un reboot, c'est-à-dire qu'on a décidé de recréer Bob Moran dans un contexte contemporain, en y amenant nos envies, parce qu'avec Aurélien Ducoudray, on s'est dit c'est un personnage qui va peut-être nous suivre pendant 30 ans, autant le faire à notre main, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, une série qui ne soit pas juste une commande, qui soit vraiment une série qu'on fait avec des intentions personnelles, des intentions d'auteur, et dans lequel on pose notre regard à travers celui de Bob Moran sur le monde. Oui, c'est ça. On s'est dit, tiens, tant qu'à faire, et comme Henri Verne était allé jusqu'à introduire des éléments de science-fiction dans son Bob Moran, pourquoi nous ne pas s'autoriser à étudier un peu notre avenir, à pousser certains curseurs qu'on commence à entrevoir en termes de géopolitique, en termes de technologie à venir, enfin, toutes ces choses qu'on voit poindre le bout de leur nez aujourd'hui. On s'est dit tiens, on va profiter de Bob Moran pour voir comment tout ça évolue et finalement où va notre monde. C'est de l'anticipation, c'est actuel. On a rencontré un professeur de neurosciences pas plus tard que la semaine dernière qui nous a dit qu'effectivement les choses qu'on met dans Bob Moran, le bras bionique est quasiment est sur le point d'être créé, enfin d'être commercialisé.
commercialisable plutôt, et que le casque neurologique c'est une simple continuité de ce travail-là. Donc on travaille vraiment sur des éléments qui rendent le contexte très sensible et très crédible surtout, j'espère. La plus belle et grande chose qu'a inventé l'humanité, c'est l'éducation, c'est-à-dire que les livres nous apportent la connaissance, l'éducation nous permet de questionner les choses qu'on est en train de lire. Si on fait une différence entre, par exemple, prenons un exemple, les jeunesses hitlériennes. Les jeunesses hitlériennes ne refusaient pas l'éducation aux jeunes qu'elle avait entre les mains, simplement, elle leur donnait une voix, une seule, et elle leur disait que c'était la seule. Et eux n'avaient pas les outils pour questionner ce qu'on était en train de leur imposer. Donc ils le prenaient pour argent comptant. Donc on se retrouve effectivement dans cet épisode de Bob Moran où on crée un outil éducatif qui télécharge directement dans le cerveau des élèves des données. Mais est-ce qu'on leur apprend à questionner ces données? C'est toute la question. On parle de néocolonialisme, on parle d'interventionnisme et puis de la guerre économique que se livrent les grandes puissances dans les pays africains. Quelque part, il est le représentant de la France sur la terre africaine, donc un peu le représentant de ce néocolonialisme paternaliste qui paye des gouvernements fantoches pour que la France puisse continuer de piller le sol africain. Mais on a installé ça en Afrique parce qu'aujourd'hui, la plupart des technologies modernes ont besoin de ces terres rares qui sont le titre de ce premier tome pour fonctionner. On pense toujours, dès qu'on pense à des matériaux précieux, on pense à l'or, on pense aux diamants, mais aujourd'hui l'or de 2015, c'est ces fameuses terres rares qui sont des métaux qui permettent de faire les ordinateurs, les téléphones portables et d'avoir une connectivité hyper rapide qu'on n'aurait pas sans eux. En fait, l'idée c'était d'avoir un personnage qui a une envie humaniste et qui pense que cette envie humaniste, il va pouvoir la transmettre à travers des institutions. Donc dans un premier temps, il va mettre son savoir, parce que c'est quelqu'un qui sort d'une grande école d'ingénieurs, il va mettre son savoir au service de l'armée française, qui va le trahir dans un premier temps. Ensuite, il va mettre ce qu'il sait au service du gouvernement nigérian. Et dans le tome 2, poupoum, spoiler, il va découvrir que cette opération éducation contre minerais n'a pas la finalité qu'il pensait et qu'en plus on va se servir de son image pour convaincre les Africains de choses qui sont totalement contraires à ses ambitions humanistes, utopiques, généreuses. Voilà, en fait je ne vais pas dire un naïf, c'est quelqu'un qui a une vraie générosité et qui se retrouve confronté à la réalité du terrain, quoi, tout simplement. On a écrit la première mouture de ce Bob Moran il y a 3 ans. On commençait à parler de Boko Haram, à une époque où Boko Haram était un phénomène très réservé à quelques journalistes qui connaissaient un petit peu l'Afrique, dont Aurélien. Et on a introduit cette idée sans se douter 30 secondes que quand on sortirait l'album, Boko Haram et l'État islamique seraient en plein cœur de l'actualité. On se dit qu'on est vachement flippant et que il faudrait pas que ça continue comme ça, parce que sinon le monde tel qu'il va devenir, ça va être une catastrophe, quoi. Parce que nous on a prévu des choses immondes pour la suite de notre Bob Moran. Bon, je plaisante à moitié, mais c'est vrai que Bob Moran va se retrouver confronté à des problèmes assez terrifiants. Oui. C'est un diptyque, mais nous on a déjà travaillé sur les 3 cycles suivants. On sait que le 2e se passera en Ukraine, le 3e en Chine et le 4e ce sera un retour au Nigeria en fait. En entremêlant en fait sur 3 diptyques qui sont vraiment distincts les uns des autres, des éléments qui courront tout le long de l'histoire, quoi. En fait on aura des petites histoires qui raconteront une histoire plus importante. Bien avec Aurélien, j'ai été son prof de scénario il y a 12 ans. On a confiance l'un en l'autre, on connaît nos forces, nos faiblesses. Par exemple, Aurélien s'occupe essentiellement des dialogues. Enfin, on écrit l'histoire ensemble. Et ensuite, Aurélien prend les choses en main. Il va m'envoyer toute une continuité dialoguée
que je vais prendre un peu comme on prend des rushs au cinéma, et moi je vais tailler dans le vif, je vais éventuellement rajouter des dialogues s'il en manque à un certain moment, mais surtout je vais composer une mise en scène que j'espère dynamique, entraînante, et puis qui retranscrive bien les émotions qu'on espère faire passer, puisque notre histoire est avant tout une histoire émotionnelle de personnages confrontés à des événements difficiles. Mais justement, on veut pas que simplement les événements soient difficiles, on veut aussi que les lecteurs puissent ressentir à travers nos personnages les douleurs, les questionnements, les interrogations que vont vivre nos personnages, qui vont vraiment se construire autour de ce qu'ils vont découvrir. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un Bob Moran monolithique, comme on a pu l'avoir dans les années 50, on va se retrouver face à un personnage qui va évoluer au fur et à mesure de ses histoires. Je crois que j'ai surtout envie que les gens s'interrogent, et puis comme dit Aurélien, un des vrais bonheurs avec le personnage de Bob Moran, c'est que du fait qu'il y a Bob Moran, on peut s'attaquer à des sujets où si on était venu avec le sujet brut, la plupart des éditeurs nous auraient refermé la porte au nez en disant « Ah non, c'est pas très sympa votre histoire là ». Mais de fait qu'il y ait des notions d'aventure, qu'on va suivre un personnage charismatique à travers tous ces événements, ben, du coup ça devient un terrain de jeu assez formidable, il faut bien le dire.